Bonjour, c'est Madame Belhoussine Kahina, chargée de cours d'introduction au droit à la faculté de sciences économiques, de gestion et de sciences commerciales à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Ce cours est destiné aux étudiants de première année L1 à la faculté de SEGC, sciences économiques, de gestion et de sciences commerciales. Donc, dans ce chapitre troisième, on traitera aujourd'hui les sources du droit. Pour les sources du droit, donc quand on revient à l'article 1er du Code civil, ce dernier stipule que la loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. C'est-à-dire, en l'absence d'une disposition légale, le juge se prononce selon des principes du droit musulman et à défaut selon la coutume. Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité. Selon cet article, les sources du droit sont dictées dans un ordre, on voit bien dans un ordre hiérarchique qui est obligatoire pour le juge. Donc, pour la première source principale de la règle de droit, on trouvera la législation, c'est-à-dire la loi. Quand on prend le mot loi, on le prend dans son sens général, c'est-à-dire très large. Il reconnaît donc toutes les normes juridiques formulées par écrit par une autorité compétente, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire. Parmi tous les organes du corps social, seuls quelques-uns ont la qualité pour exprimer la règle de droit et en affirmer le caractère obligatoire. D'ailleurs, la légitimité du droit tire sa force de légitimité de l'organe qui en est à l'origine. Donc, les organes qui ont autorité pour édicter les règles de loi ou consacrer des solutions juridiques sont diverses et hiérarchisées. C'est-à-dire que la hiérarchie des règles présente une grande importance car un texte d'une catégorie inférieure est généralement subordonné au texte d'une catégorie supérieure et il ne peut y déroger. Dans l'article 1er du Code civil, donc, dans la première source principale, on trouvera la Constitution. Donc, la Constitution pour l'Algérie, la Constitution algérienne du 28 novembre 1996 est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. La Constitution est là pour désigner le type de gouvernance, les différents pouvoirs dans un État, les compétences de chacun de ces pouvoirs, donc dans les trois pouvoirs qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les relations entre eux, les relations avec les personnes aussi, elles déterminent les libertés et les droits des citoyens et leurs devoirs. Pour la mise en place de la Constitution, ici, on doit faire la différence entre deux systèmes qui peuvent exister. Donc, il y a les systèmes qui sont non démocratiques et les systèmes démocratiques. Donc, dans les systèmes démocratiques, c'est le pouvoir, je dis bien constituant, qui est le peuple, souverain, qui est le propriétaire de la souveraineté, et c'est à lui de mettre en place sa constitution, qui est la règle suprême dans un État. Par contre, dans les systèmes non démocratiques comme auparavant, donc la constitution elle est mise en place par le biais généralement de l'octroi ou du contrat. Pour l'octroi, ça veut dire que c'est le souverain lui-même, c'est le gouverneur lui-même qui accordera une constitution pour son peuple, comme le cas par exemple de la constitution française qui a été octroyée en 1814 et aussi la constitution égyptienne de 1923. Par contre, la constitution peut être aussi par le biais d'un contrat qui est contracté par le gouverneur lui-même et quelques représentants du peuple. Bien sûr, ces représentants du peuple, ils ne sont pas élus par ce dernier, mais ils sont préalablement désignés avec soin par le gouverneur et ils vont signer ce contrat-là. Ce contrat-là, il constituera la constitution, une constitution comme le cas de la constitution du Koweït de 1962. Par contre, dans un système démocratique où le peuple est détenteur de la souveraineté, donc c'est le pouvoir constituant, c'est le peuple le pouvoir constituant, dans ce cas-là, il y a trois cas de figure qui pourraient se présenter. Là, donc le projet de constitution, le premier cas, c'est le projet de constitution établi par une institution non élue. D'accord? Donc, c'est une institution qui est différente du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif qui est en place. Donc, cette institution, elle est là pour mettre en place un projet de loi de constitution. Mais ce projet de loi,
ce projet de constitution, il sera soumis au référendum populaire. Ça veut dire qu'il sera soumis au peuple qui votera oui ou non pour cette nouvelle constitution. C'est comme le cas de la constitution algérienne de 1989 ou de 1996. Le deuxième cas de figure, c'est que le projet est établi par une assemblée élue par le peuple. Ça veut dire que le peuple va élire une entité, des personnes, d'accord, qui va mettre en place une constitution. Mais bien sûr, dans ce cas-là, cette constitution, une fois qu'elle est mise en place par cette entité, elle ne sera pas soumise à un référendum populaire. C'est-à-dire que le peuple ne votera pas sur cette nouvelle constitution. C'est le cas de la constitution française de 1848 et 1875, comme aussi la constitution des États-Unis de 1778. Par contre, le dernier cas de figure, si on peut dire la constitution la plus démocratique, donc c'est le projet est établi par une assemblée élue. Ça veut dire que le peuple va élire une entité qui mettra en place un projet de constitution et ce projet de constitution sera soumis à un référendum populaire. C'est le cas par exemple de la constitution française de 1946. Maintenant, pour les types de constitution. La constitution coutumière, l'ensemble des règles, elle est là, c'est l'ensemble des règles non écrites d'origine coutumière. Elle régit la pratique du pouvoir dans un État. C'est comme le cas de la constitution britannique. Donc, mais le problème de ce genre de constitution, elle manque de précision et elle peut être sujet de confusion. Par contre, la constitution écrite, comme l'ensemble de toutes les constitutions qui existent dans le monde, l'ensemble, c'est une loi qui est mise en place et formulée dans un document écrit officiel. La première constitution écrite, on trouvera celle de Virginie des États-Unis, donc en 1776. En France, et celle de 1791, qui a été bien sûr précédée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pour la révision de la Constitution, donc selon la révision de la Constitution, on peut considérer qu'une Constitution ou bien elle est souple ou bien elle est rigide. Donc la Constitution, généralement, dans le même texte de Constitution, il prévoit les modalités selon lesquelles elles peuvent être modifiées. Il peut s'agir par exemple de corriger des imperfections ou d'apporter de nouveaux articles qui régiront le fonctionnement du régime. On parle de constitution souple lorsqu'elle peut être révisée par les mêmes organes du pouvoir législatif et selon les mêmes procédures servant à l'adoption des lois ordinaires, le cas de la Constitution d'Angleterre. Par contre, la Constitution, dans ce cas-là, elle peut perdre sa portée symbolique qui est la suprématie par rapport aux autres textes juridiques. Parce que normalement, dans la hiérarchie des lois, la Constitution se pose au sommet. Donc, quand c'est une constitution qui est souple, qui peut être modifiée de la même manière qu'une loi ou d'un décret, donc cette constitution, elle perd un peu de sa valeur de suprématie. Pour les constitutions par contre rigides, ces dernières, elles ne peuvent pas être révisées que par un organe distinct, par exemple une assemblée élue spécialement pour la révision de la constitution ou de sa mise en place, ou d'une procédure différente qui est le référendum, c'est-à-dire revenir à chaque fois au peuple pour voter cette révision-là. La Constitution, donc, elle est dans ce cas-là mieux préservée des modifications trop fréquentes et elle conservera ainsi un statut spécifique et sa primauté par rapport aux autres règles de droit qui correspondant à son rang de pacte fondamental de la nation. Pour la constitution algérienne, si on doit voir les techniques de changement ou de révision de la constitution algérienne, celle-ci, on rencontrera deux manières. La première technique, c'est que la révision constitutionnelle est décidée dans ce cas-là ou à l'initiative du président de la République ou aux 3/4 des membres des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire du pouvoir législatif réunis ensemble. Ils peuvent faire une proposition de révision constitutionnelle qu'ils présenteront au président de la République. Dans ce cas-là, ce projet de révision est voté en termes identiques par l'APN et le Conseil de la Nation dans les mêmes conditions qu'un texte législatif. Une fois adopté par le Parlement, le projet de révision est soumis par un référendum à l'approbation du peuple dans les 50 jours de son approbation par le Parlement.
Donc, le président de la République, dans ce cas-là, il promulguera la nouvelle constitution qui a été approuvée par le peuple. Dans le cas où le peuple n'a pas approuvé cette nouvelle constitution, donc ce projet de révision, il sera caduc et il ne peut être en aucun cas resoumis au peuple durant la même législature. Pour la seconde manière de révision de constitution, celle-ci on peut la considérer comme une manière courte de révision de constitution. Et là, dans ce cas-là, l'initiative de révision, elle n'appartient qu'au président de la République. Donc, le projet de révision constitutionnelle, là, il est soumis d'abord à la Cour constitutionnelle, qui approuve qu'il ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, et n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions. Après avoir un avis motivé de cette Cour constitutionnelle, le projet est soumis au Parlement avec exigence, bien sûr, dans ce cas-là. Contrairement à la majorité absolue qu'on désigne pour l'approbation des lois ordinaires et des lois organiques, dans ce cas-là, on exigera l'obtention des 3/4 des voix des membres des deux chambres du Parlement. Dans ce cas, le président de la République peut directement promulguer la révision constitutionnelle sans la soumettre à un référendum populaire. Donc, une fois qu'on a terminé donc la première source principale qui était la Constitution, dans l'ensemble de la législation, on passera aux conventions internationales. Les conventions internationales, elles sont considérées comme une deuxième source des sources principales du droit dans un pays. Donc pour nous, pour l'Algérie, les conventions internationales, elles sont considérées comme des normes qui ont une valeur supérieure à la loi. Cette primauté du traité sur la norme interne, elle est consacrée par l'article 154 de la Constitution algérienne de 1996, qui, bien sûr, les traités qui sont ratifiés par le président de la République dans les conditions prévues par la Constitution. Là, en effet, certaines conventions n'imposent pas obligatoirement le citoyen, comme par exemple si on prend en considération par exemple la Charte des Nations Unies, elle ne crée ni droit ni obligation au simple particulier. Par contre, si on prend d'autres traités, ils peuvent être considérés comme une source de droits et de devoirs pour les ressortissants dans un État et qui y sont partis. Par exemple, si je prends la Convention de New York sur les droits de l'enfant de 1989. Donc, en troisième partie de la législation comme source principale de droit, on trouve la loi. Donc, la loi, c'est l'ensemble de règles de droit élaborées par le pouvoir législatif, qui est le Parlement, composé de ces deux chambres, qui est l'Assemblée populaire nationale, l'APN, et le Conseil de la Nation. Dans le cadre de ces attributions, bien sûr, constitutionnelles. Donc, c'est la Constitution qui prévoit les compétences, les attributions de chacun. Donc, l'initiative d'élaboration des lois appartient au Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas et aux députés membres du Conseil de la Nation. Donc l'élaboration de ces lois, elles peuvent être l'initiative, elle appartient ou au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif. Pour les projets de loi, donc, elles sont d'abord présentées en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, puis déposées par le Premier ministre ou par le chef du gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l'APN ou celui du Conseil de la Nation, donc la première ou la deuxième chambre. Les lois sont votées par l'APN et le Conseil de la Nation, bien sûr, à la majorité. Donc, la loi peut être, dans ce cas-là, il y a deux catégories de lois. Il y a la loi ordinaire et la loi organique. Pour la loi ordinaire, le Parlement légifère dans les domaines qui lui attribuent la Constitution par loi ordinaire. On trouvera là un domaine très vaste pour la loi. Donc, on trouve par exemple les droits et les devoirs fondamentaux des personnes, on trouve le statut personnel et aux droits de la famille, notamment ce qui concerne le mariage, le divorce, la filiation, la capacité, les successions, par exemple le droit de la nationalité, la condition des étrangers, l'organisation judiciaire, le droit pénal, les procédures pénales, le droit civil. Donc tout cela, il est préétabli par une loi ordinaire. Il y a 30 domaines qui sont désignés à l'article 139 de la Constitution. Donc la loi ordinaire est adoptée par les deux chambres, d'abord la première chambre à l'APN, puis après au Conseil de la deuxième chambre qui est le Conseil de la Nation, bien sûr à la majorité des membres présents.
Je dis bien la majorité des personnes présentes ce jour-là, le jour de vote de cette loi-là. Quant à la loi organique, donc le Parlement légifère dans 6 domaines qui sont stipulés dans l'article 140 de la Constitution par une loi organique. La loi organique, outre donc on trouvera dans ces domaines-là sont l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, le régime électoral, la loi qui gère les partis politiques, la loi relative à l'information, le statut du magistrat et l'organisation judiciaire et la loi cadre relative aux lois de finances. Donc ces six domaines de loi, ces 6 domaines de loi sont mis en place par le biais d'une loi organique. Donc la loi organique, elle est adoptée à la majorité absolue des membres de l'APN et non pas des membres présents le jour du vote au niveau de la première et la deuxième chambre, donc à la majorité absolue des membres de l'APN et les membres du Conseil de la Nation. Mais elle est aussi soumise à contrôle de conformité par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation. Les règles de droit, maintenant, peuvent être assemblées dans un seul ouvrage qui prête toutes les dispositions traitant le même sujet. On appelle cette opération la codification. Par exemple, c'est pour ça qu'on trouvera, même dans les rayons, dans les librairies, on trouve le code civil, le code foncier, le code de procédure civile, le code pénal. Tout cela, c'est juste pour faciliter la tâche aux personnes pour chercher un article bien précis. Donc, c'est juste une organisation. D'accord? Donc, elle constitue donc cette codification à regrouper tous les textes normatifs qui ont rapport avec un domaine bien précis. Le premier code apparu est le Code civil français de Napoléon de 1804. Bien sûr, avant celui-ci, il y avait le Code pénal français de 1791. Sans oublier aussi, par exemple, la loi de Hammurapi, le roi de Babylone en Irak, qui a codifié quand même plus de 282 articles en 1730 avant Jésus-Christ. Pour les ordonnances, on en parle souvent des ordonnances. Les ordonnances sont le président de la République. Il peut légiférer par ordonnance en cas de vacances de l'APN, de l'Assemblée populaire nationale, ou durant les vacances parlementaires. Ça veut dire que les vacances parlementaires, parce que le Parlement est en fonction pendant 10 mois, à partir du mois de septembre. Donc, en mois de juillet et de août, ils sont en vacances, ce qu'on appelle les vacances parlementaires. Et quand je parle de vacances de l'Assemblée populaire nationale, là, c'est quand l'Assemblée, elle est dissoute. D'accord ? Donc, quand elle est dissoute, donc il n'y a pas d'APN, l'Assemblée n'est pas encore élue, donc les élections sont en cours. Dans ce cas-là, il y a le président de la République, s'il y a une question qui est urgente, là, on ne peut pas attendre. Donc, après avis du Conseil d'État, il peut légiférer dans le domaine qui est destiné à l'APN et au Conseil de la Nation par le biais d'une ordonnance. Donc, le président de la République, dans ce cas-là, il est doit obligatoirement saisir d'abord la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances et la Cour statue dans un délai maximal de 10 jours. Donc, le président de la République, bien sûr, il soumet les ordonnances qu'il a prises en approbation. Par exemple, s'il a pris une ordonnance au mois de juillet, à la prochaine session parlementaire, le Parlement doit discuter de cette ordonnance-là. Si elle a été approuvée par les deux chambres, tant mieux, donc elle sera définitive. Dans le cas où ces ordonnances n'ont pas été adoptées par le Parlement, ces dernières, elles deviennent caduques. Ça veut dire qu'elles sont annulées comme si elles n'ont jamais existé. Aussi, en cas d'état d'exception, le président de la République, il peut légiférer par ordonnance. Mais là, il faut faire la différence entre les deux cas. Donc, pour l'état d'exception, il est défini à l'article 98 de la Constitution. Donc, dans l'état d'exception, le président de la République peut aussi légiférer par ordonnance. Si on peut définir l'état d'exception, c'est quand le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans les intégrités territoriales. Donc, le président de la République, dans ce cas-là, il décrète l'état d'exception
d'exception pour une durée maximale de 60 jours. Une telle mesure est prise, le président de la bien sûr, une fois qu'on vient prendre avis du président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la constitutionnelle, ils sont tous consultés et c'est le cas aussi pour le Haut Conseil de sécurité, le Conseil des ministres aussi doivent être entendus. Donc, mais la différence entre les ordonnances qui sont prises dans le cas d'état d'exception et dans l'état de vacances du Parlement, elles sont différentes. Dans le cas d'exception, elles ne sont pas soumises plus tard à l'approbation du Parlement. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour gérer une situation d'urgence. C'était pendant l'état d'exception. D'accord? Donc, à l'issue de l'expiration de la durée de l'état d'exception, le président de la République, il soumit quand même les actes pris dans cette période à la Cour constitutionnelle pour avis. Et les ordonnances, bien sûr, dans ce cas-là, sont prises bien sûr, au Conseil des ministres. Pour les règlements, donc les règlements, c'est l'ensemble des règles de droit écrites qui sont élaborées par le pouvoir exécutif. Donc, les lois, la loi ordinaire et la loi organique, elle est mise en place par le pouvoir législatif. Les règlements sont mis en place par le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif qui est composé par le président de la République ou bien le chef du gouvernement ou le premier ministre selon le cas. Donc, il est stipulé dans l'article 141 de la Constitution que les matières autre que la loi, donc tout ce qui est en dehors des domaines qui sont spécifiés dans les articles 139 et 140 du domaine du pouvoir législatif, les autres c'est un domaine qui est destiné au règlement, donc au président de la République et le Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas. Donc c'est-à-dire en dehors de ces 30 domaines de la loi ordinaire et les 6 domaines de la loi organique, qui demeurent de la compétence du Parlement, les autres domaines, ils sont de la compétence du pouvoir exécutif. Et dans ce cas-là, on peut distinguer, on peut ordonner ces règlements-là on peut les organiser comme des règlements. Les organiser, on peut entre règlement d'application, règlement d'organisation ou règlement de police administrative. Pour les règlements d'application, ils sont appelés aussi règlements d'exécution. Donc la loi, généralement la loi, elle est là pour instaurer les grands axes. Et c'est le règlement qui spécifie des modalités d'application et dans ce cas, un décret d'application, généralement un décret exécutif, qui sera prononcé par le Premier ministre ou le chef du gouvernement selon le cas, il ne peut être dans aucun cas contredire une disposition légale, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, il y a une hiérarchie, ça veut dire que le décret exécutif, quand il est mis en place, il doit être conforme à la loi supérieure qui est venue pour éclaircir. Donc, pour les règlements d'organisation, on les appelle aussi règlements d'autonomes. C'est l'ensemble des règles, des articles qui sont élaborés par le pouvoir exécutif pour l'organisation des services publics. Donc, les administrations, pour leur organisation, on met en place un règlement d'organisation. Pourquoi on a laissé ce domaine pour le pouvoir exécutif? Parce que généralement, ce pouvoir exécutif, c'est lui le représentant de l'administration et les choix des règlements convenables pour la gestion de ces services publics lui revient. Pour les règlements de police administrative, là, on parle de police administrative de l'ensemble des règles établies par le pouvoir exécutif qui sont destinées pour préserver l'ordre public. Quand je dis ordre public, ça veut dire avec ces 3 composantes, la sécurité publique, la santé publique et la tranquillité publique. Donc la sécurité publique en préservant les personnes et les biens des atteintes et des préjudices, la santé publique en protégeant la santé et le maintien de la salubrité, donc la protection de la santé, de l'hygiène par exemple, la gestion des marchands ambulants, le contrôle de l'alimentation, et aussi, par exemple, on a vu pendant la période de la Covid, la fermeture des restaurants, la fermeture de certains endroits publics pour préserver la santé des personnes. De la tranquillité publique, donc c'est pour cela qu'il y a une réglementation qui régule tout ce qui est manifestation. Donc c'est des règlements qui gèrent tout ce qui est tapage nocturne pour éviter tout tapage nocturne et pour la gestion des locaux
locaux ouverts, surtout les locaux ouverts la nuit. Comme on peut classer les règles de droit, par les règles de droit, je veux dire les règlements, selon la personne qui les a mis en place. Dans ce cas-là, on a le décret. Le décret, c'est un acte exécutoire à portée générale. Il peut être un décret présidentiel, donc il est mis en place par le président de la République, ou il peut être un décret exécutif. Dans ce cas-là, il est mis en place par le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas. Donc, c'est bien sûr dans l'exercice du pouvoir réglementaire. Donc pour l'arrêté par contre, l'arrêté c'est une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d'un ou plusieurs ministres et d'autres autorités administratives, wilaya ou communes, donc qui concernent un domaine bien précis. Par exemple, il peut être un arrêté ministériel se rapportant à un domaine bien précis. Par exemple, un arrêté ministériel qui désigne, par exemple, le ministère de l'Éducation qui désigne la rentrée scolaire, ou bien le planning des vacances scolaires. Il peut être aussi une décision émanant d'un wali. Par exemple, je vais prendre la décision, par exemple, de fermeture des stades ou fermeture de stades ou fermeture, bien sûr, à l'échelle de wilaya. Là, il est destiné à la population de la wilaya. Ça peut aussi être communal, par exemple, une fermeture d'une salle des fêtes ou une fermeture. Là, l'arrêté, il est pris en place par la compétence du maire qui est en place. L'instruction, par contre, c'est un texte définissant les modalités d'application des lois et des décrets où détermine les règles d'organisation et le fonctionnement des administrations. Là, généralement, c'est juste pour la gestion et l'organisation de l'administration. Donc, il peut être mis en place, ça peut être une instruction présidentielle, comme elle peut être une instruction ministérielle ou du wali ou d'un directeur exécutif. Pour la circulaire, c'est une instruction de service. Généralement, elle est destinée pour les subordonnés. Donc, c'est pas pour les administrés. Donc, c'est pas pour le peuple, pour les citoyens, mais pour les subordonnés. Donc, adressée par une autorité supérieure à ses agents subordonnés pour l'organisation de l'administration. À côté des sources principales qu'on a vues, donc on avait vu la Constitution comme élément principal, la loi donc ordinaire et la loi organique. Avant ça, il y avait d'abord les conventions internationales, les lois ordinaires et les lois organiques, les règlements. Maintenant, on reviendra aux sources secondaires de la règle de droit. Donc, l'article 1er du Code civil, comme on l'a bien dit au début, il a défini les sources de la règle de droit et les a classées par ordre décroissant. Ça veut dire que le juge, avant de trancher dans quelconque conflit, il doit revenir à les sources principales qui sont d'abord la loi, la législation en général, puis revenir au droit musulman ou la coutume et le droit naturel et règles d'équité, qui sont les sources secondaires de la règle de droit. Cet ordre n'est pas toujours respecté. Par exemple, si je prends la différence entre le code de la famille algérienne et le code de la famille algérien et le code commercial algérien, on trouvera une différence. Par exemple, le code de la famille, le droit musulman se classe juste après la source principale qui est la législation, puis la coutume en troisième lieu. Contrairement au code commercial, la coutume vient juste après la législation et le droit musulman revient en troisième lieu. Donc, pour le droit musulman est un système de nature essentiellement, bien sûr, religieuse, et puis ses règles fondamentales dans le Coran, la Sunna, la raison humaine, comprend donc dans ce cas-là le consensus des juristes, le raisonnement analogique, et secondairement sur les normes convenues chez les 4 doctrines de fiqh, donc se rapportant à la morale ou la science du fiqh d'interprétation d'ijtihad. Donc pour le Coran est la première source sur laquelle se base le droit islamique. Il est composé de l'ensemble des versets coraniques qui sont regroupés dans le livre saint. Pour la Sunna, elle est consignée dans les hadiths du prophète de l'islam Mohammed, relatés par ses compagnons par des chaînes d'intermédiaires appelées aussi garants, ou l'isnad.
Le prophète est considéré comme un exemple pour l'ensemble des musulmans. Donc, ces hadiths vont donc servir de matière première lors de l'élaboration des lois musulmanes. Pour le consensus, donc on a vu le Coran, on a vu la Sunna, il y a le consensus ijtima, ça s'appelle le ijtima. Il est fondé sur un hadith que ma communauté ne s'accordera jamais sur une erreur. Donc il repose sur le consensus unanime des mujtahids, donc les théologiens juristes qualifiés qui appartiennent à une même génération. Donc pour nous, pour l'Algérie qui adopte le malikisme reconnaît l'ijma' des compagnons du prophète, donc les sahaba témoins de sa vie, et des suivants. Donc les suivants sont les personnes qui n'étaient pas témoins directs de la vie du prophète, mais qui ont existé avec les sahaba. Par contre, les hanbalites par exemple, ils ne reconnaissent que l'ijma' des compagnons du prophète. Donc ils ne prennent pas en considération les suivants. Pour l'analogie ou le qiyas, c'est une règle qui est connue et qui concerne un élément particulier. Donc, il est possible dans ce cas-là de décliner cette règle à un élément similaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle exacte dans une situation bien précise. Donc, on apportera cette règle-là. Donc, on décline une règle qui existe déjà sur une situation qui lui ressemble. Donc là, il s'agit d'utiliser un raisonnement humain afin de comprendre la loi divine. Pour l'ijtihad, c'est l'ensemble de réflexions personnelles basées bien sûr sur les principes généraux de l'islam, donc Coran et Sunna, et pratiquées par les juristes, les muftis ou les savants mujtahids. Donc les mujtahids sont supérieurs aux faqih, ceux qui ont l'intelligence de la loi et peuvent interpréter ces lois. Non seulement ils interprètent le droit, mais peuvent encore le créer lorsque les textes nouveaux causés par l'expansion de l'islam obligent cette invention. Pour la troisième source principale qui a été édictée dans l'article 1er du Code civil, on a la coutume. Donc après la législation et le droit musulman, on trouve la coutume. Pour la coutume, c'est l'ensemble des règles non écrites, non élaborées par le pouvoir législatif ou exécutif. Ça veut dire que c'est pas des éléments, c'est pas une règle qu'on trouvera écrite quelque part dans les codes. Donc généralement, c'est des lois qui viennent des pratiques et qui sont fréquemment appliquées et admises et auxquelles elle est soumise toute la société. Tous les membres de la société sont soumis. La coutume se caractérise par l'obligation à la différence de la tradition. Donc la tradition peut changer par exemple d'une région à une autre. La coutume peut changer. La tradition peut changer d'une région à une autre. Par contre, la coutume généralement elle est sur tout le territoire national. Donc la coutume apparaît comme une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui de ce fait tend à s'imposer pour la population comme une règle de droit. Donc la coutume, dans ce cas-là, elle suppose une réunion de deux éléments essentiels, un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel, c'est que l'usage de cette règle doit être bien sûr ancien, c'est-à-dire qui date de quelques décennies. On trouve qu'il doit être constant, constant, ça veut dire qu'il doit être, cette règle de droit, elle est pratiquée de la même manière. Il doit être aussi notoire, ça veut dire connu par tout le monde. Il n'est pas spécial à une région ou un petit village bien précis. Elle doit être générale, ça veut dire qu'elle s'applique à l'ensemble des groupes de personnes. Donc, pour le deuxième élément, c'est l'élément psychologique. Ça veut dire qu'il existe d'abord une conviction du groupe d'agir en vertu d'une règle obligatoire. Donc, il y a une conviction de l'obligation de cette règle-là. Donc, la coutume émane généralement directement du peuple. Elle n'est pas mise en place par le pouvoir législatif ou exécutif. Donc, sa formation, généralement, elle est lente, elle est non délibérée, contrairement à la loi. Et ça veut dire, mais peut-être plus tard, cette règle coutumière peut être écrite, peut être mise en place par les gouvernements qui sont en place.
Pour les principes du droit naturel et des règles d'équité, donc quand le juge est en face à une situation d'absence d'une règle juridique, ça veut dire qu'il n'y a aucune règle écrite qui peut gérer une situation bien précise. Il n'existe pas aussi d'une loi musulmane ou coutumière, donc ce juge-là, il est obligé de revenir aux principes du droit naturel et des règles d'équité, parce qu'un juge ne peut jamais refuser de trancher dans un litige sous prétexte qu'il n'y a pas de texte, ou bien une loi ou une règle de droit ou un article de droit est obscur, est insuffisant. D'ailleurs, le juge qui refusera de trancher dans un litige pour un motif pareil, il peut être poursuivi comme coupable de déni de justice, il doit payer une contravention. Il peut aussi être interdit d'exercice à la fonction publique d'une durée allant de 5 ans à 20 ans. Donc, d'ailleurs, il faut voir l'article 136 du Code pénal. Donc, le juge, quand il est face à un conflit, il est dans l'obligation de trancher. Donc, les principes, donc quand il n'existe aucune règle sur laquelle il pourrait revenir, donc il pourra trancher selon les principes du droit naturel et les règles d'équité. Par exemple, j'ai pris quelques exemples sur ces grands principes de droit naturel. On trouvera l'équité dans les jugements des situations identiques. Quand deux situations identiques se présentent, il est équitablement de prendre un jugement similaire dans des relations qui sont semblables entre les personnes. Donc, dans un autre principe, dans un cas où plusieurs solutions existent, il faut toujours prendre celle qui prend les considérations d'humanité en premier lieu. Un autre principe, dans une situation précise, d'ailleurs, il faudrait toujours prendre les éléments personnels qui ont poussé ou induit à l'existence d'une telle situation. À côté des sources principales du droit, qui sont la Constitution, qui sont la législation générale, donc la Constitution, la loi, les conventions internationales et les règlements, on avait parlé du droit musulman et on avait parlé de la coutume, donc, et bien sûr des règles d'équité, les principes d'équité, les principes généraux d'équité. Donc, une fois de droit naturel et d'équité, donc une fois qu'on a si le juge, par exemple, il est face à une situation, il n'arrive pas à interpréter un article ou une situation bien précise, il peut revenir à des sources interprétatives de la règle de droit. Ces sources interprétatives de la règle juridique, elles ne créent pas le droit, mais elles essaient de l'assister. Et donc, elles montrent au juge comment trouver la définition exacte, s'éclaircir sur un point obscur. Donc, il est là, donc ces sources-là interprétatives, elles sont là à forger, si on veut dire, à forger correctement le sens visé par le législateur et puis se prononcer selon ce que le droit exige. Donc, les deux sources interprétatives qui existent sont d'abord la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont toutes les décisions de justice rendues par les différentes juridictions de l'État. Donc, ils peuvent être des arrêts ou des jugements. Donc, des juridictions d'État, ils peuvent être les tribunaux, les cours d'appel, les tribunaux administratifs, la Cour suprême ou le Conseil d'État. En statuant sur des litiges, elles mettent en place des modes d'interprétation pour l'application correcte et facile des règles juridiques. Donc, cela, c'est pour la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, donc, le juge peut revenir à toutes les décisions juridiques antécédentes. Il peut, à base de cette décision-là, il peut interpréter un article de loi qui n'a pas compris comment l'appliquer. Donc, pour ce qui est de la doctrine, qui est deuxième élément interprétatif de source de droit, donc le mot doctrine ici désigne d'une manière globale tous les travaux concernant les opinions exprimées par les juristes, donc je dis dans l'ordre global, donc les grandes écoles, comme étant le résultat d'une réflexion portant sur une règle ou sur une situation bien précise. Donc, le rôle de la doctrine ici, il se présente comme une construction juridique, il donne définition, il donne des interprétations, des
des limitations, des conditions de la mise en œuvre d'une règle de droit, il utilise la comparaison, il peut ressortir des convenances et en indiquer des limites, donc il peut préciser des effets sur la vie des sociétés. En fait, c'est un examen, si vous voulez, systématique, analytique et critique d'un élément bien précis. Voilà et merci.